La responsabilité, elle est collective. L'idée de chercher un coupable, pour moi, c'est pas la bonne approche. Ce qui est une certitude, c'est qu'on va être attaqué, c'est qu'on va subir une gestion de crise cyber. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette attaque cyber fasse, entre guillemets, le moins mal possible, ait le moins d'impact possible sur l'organisation, sur son chiffre d'affaires, son fonctionnement, son mode opératoire, etc. Donc ça, c'est l'objectif commun et partagé que doivent avoir dirigeants et RSSI. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, nous allons parler de responsabilité. Quand il se passe quelque chose de grave, on cherche toujours le fautif. Alors, qui est responsable en cas de cyberattaque ? Est-ce l'utilisateur qui a cliqué sur le lien et communiqué son mot de passe ? Est-ce le responsable IT qui n'a pas assez sensibilisé ou pas assez mis en place de mesures d'hygiène informatique ? Ou est-ce le dirigeant de l'entreprise qui ne s'est pas donné les moyens à lui et à ses équipes de se protéger ? Avant d'aller à la chasse aux coupables, je voudrais tout de même rappeler ici que l'on parle avant tout de victimes. Le coupable ici, c'est évidemment l'attaquant. Et les victimes sont bien sûr l'entreprise et toutes ses équipes. Malgré ce constat, quelqu'un doit prendre la responsabilité de ce qui s'est passé au sein de l'entreprise victime ou de l'organisation victime. Et pour comprendre les enjeux et l'importance de cette prise de responsabilité, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne Doré. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté de venir échanger au micro du podcast. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais vous demander de vous présenter et de revenir sur votre parcours. Déjà, savoir ce que vous faites aujourd'hui et ce qui vous a amené à travailler dans la cybersécurité. Tout d'abord, merci Leslie de m'avoir conviée à ce podcast. Alors moi je m'appelle Anne Doré, j'ai créé Adel, qui est un cabinet de conseil et formation dédié à la cybersécurité, avec pour objectif de former et d'accompagner les dirigeants sur les cybersécurités et d'accompagner les RSSI, CISO pour les aider à embarquer les dirigeants, les COMEX et les métiers sur les enjeux cybersécurité. Donc l'enjeu, c'est justement de faire de la cybersécurité un risque métier et un risque d'entreprise. Et à côté de ça, je suis très impliquée dans l'écosystème cybersécurité. Et comment vous êtes arrivé, vous, dans le monde de la cyber ? Alors moi, je suis arrivée dans le monde de la cyber via IBM. Et cette approche anglo-saxonne, il y a quelques années, où on disait que la cybersécurité requiert une approche 360 transversale au sein de l'entreprise, qui était un sujet de direction. Je me rappelle notre PDG monde, Ginny Rometty, la PDG d'IBM, qui disait que la cybersécurité devait être un des 3 sujets prioritaires en permanence sur le bureau de tous les DG. Donc ça, c'est ce qui m'a interpellée. Après, j'ai regardé, j'ai vu participer à des événements aux États-Unis où je voyais justement que les personnes qui venaient témoigner de la cybersécurité, c'était des responsables métiers, des directeurs financiers. Et c'est ce qui m'a interpellée. Et après, je me suis formée, j'ai fait un MBA, j'ai coécrit une méthode de gestion de crise qu'on a publiée avec le soutien d'Annecy. Et depuis, c'est un sujet passionnant. Je confirme. Et quelle est votre formation par rapport à la cybersécurité ? Est-ce que vous avez du coup plus une formation technique ou plus une formation... Alors moi, à la base, je viens du conseil. Donc, conseil dirigeant, conseil grand cabinet de conseil, Big Four, etc. Donc, beaucoup de projets de systèmes d'information, beaucoup de projets de réorganisation. Après, comme je disais, je me suis formée à la cybersécurité chez IBM. Puis, j'ai fait un MBA à l'école des guerres économiques. J'ai fait aussi l'IHEDN sur la partie intelligence économique, parce que les deux sont corrélés. Et puis après, la cybersécurité, de manière, ça évolue tellement vite que c'est de la formation en continu. Donc voilà. Mais de par mon passé, j'ai la capacité à comprendre les enjeux techniques et d'adresser les dirigeants. Donc on n'est pas obligé d'avoir un diplôme d'ingénieur en cybersécurité pour travailler dans la cybersécurité, là, on confirme. Ah non, absolument pas. Et en fait, je co-anime le groupe de travail du campus cyber sur les formations. Et en fait, dans ce cadre de ce groupe de travail, on a publié une matrice des métiers et des compétences de la cybersécurité. Matrice qui a été validée d'ailleurs par l'Annecy et l'Éducation nationale. Et alors, on a les métiers
cœur technique, donc analyste, enfin tout ce qu'on peut avoir de façon systématique sur la cybersécurité. Et on a les métiers connexes, la gestion de risque, l'audit, la communication, le juriste. Et on a de plus en plus justement de métiers connexes qui exigent une connaissance, une expertise légale, juridique, communication, mais aussi du coup une compréhension, une bonne connaissance de la cybersécurité. Donc c'est devenu je dirais, important d'avoir cette double compétence et il y a beaucoup d'entreprises qui la recherchent actuellement. Donc ne pas être technique ne peut pas empêcher d'accompagner les RSSI dans la mise en place d'une politique de cybersécurité. Absolument pas, parce que lorsqu'il faut aller parler au métier, justement, c'est la capacité à comprendre les métiers, la capacité à parler leur langage, c'est aussi un avantage. Donc c'est bien d'avoir cette double casquette. Et encore une fois, c'est des profils que les RSSI recherchent, parce que justement, quand il faut aller... on va pas parler au métier en leur parlant de serveurs ou de réseaux ou d'infra ou je ne sais quoi. Mais c'est pareil dans les projets. Lorsque vous avez un projet métier que vous voulez installer une nouvelle application cœur métier, ça part des métiers. Et la cybersécurité, ça part des métiers aussi. Vous travaillez avec quel type d'entreprise aujourd'hui ? Alors, je travaille avec les grands groupes et puis PME, ETI, en fonction de... Très bien, on va revenir sur cette différence justement de niveau de cybersécurité de ces deux segments d'entreprise. Et d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet de notre épisode. Alors, selon vous, qui porte la responsabilité en cas de cyberattaque au sein d'une entreprise ? Déjà, en fait, la responsabilité, elle est collective. L'idée de chercher un coupable, ce que je vous disais en préambule, en fait, pour moi, c'est pas la bonne approche. Ce qui est important, en fait, ce qui est un fait, et ce qui est une certitude, c'est qu'on va être attaqué, c'est qu'on va subir une gestion de crise cyber. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette attaque cyber fasse, entre guillemets, le moins mal possible, ait le moins d'impact possible sur l'organisation, sur son chiffre d'affaires, sur son fonctionnement, son mode opératoire, etc. Donc ça, c'est l'objectif commun et partagé que doivent avoir dirigeants et RSSI. Donc, en partageant cet objectif, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas une seule personne, quel que soit son profil, qui puisse porter cet objectif. Et est-ce que c'est la réalité du marché aujourd'hui ? Est-ce que c'est ce qui se passe dans les entreprises ? Non. Non, la maturité des organisations est très différente en fonction de la taille des entreprises, en fonction des organisations qui sont soumises à des réglementations particulières, où là, du coup, forcément, elles ont une longueur d'avance en termes de cybersécurité. Mais même sur ces organisations-là, il y a encore une marge de manœuvre, une marge de progression à faire. Et puis, il y a les organisations qui sont soumises à aucune réglementation et qui sont, bon an, mal an, en train de comprendre les enjeux de la cybersécurité, ou soit parce qu'elles ont subi une crise, donc là ça a été le choc et elles voient l'impact d'une crise cyber, soit elles voient dans leur écosystème des entreprises touchées et disent il faut qu'on y aille, mais comment on y va, et donc voilà, donc non, c'est pas le niveau de maturité est très différent. Est-ce que vous constatez que les RSSI sont souvent justement pointés du doigt en cas de cyberattaque en tant que responsable justement? Alors moi non, je pense qu'on a fini par comprendre que le RSSI pouvait pas porter, heureusement d'ailleurs, que le RSSI, encore une fois, il peut pas porter toute la responsabilité de la cybersécurité, parce que même s'il y avait une faille, même s'il y a une attaque et que l'attaquant a trouvé la faille, et il y a toujours des failles, ça c'est fait, c'est un fait. Si le métier n'avait pas un PCA, un plan de continuité des activités ou un plan de reprise d'activité qui soit opérationnel, c'est aussi la responsabilité du métier. Donc en fait, l'idée c'est pas de chercher qui est coupable, mais c'est plutôt de dire on a cet objectif commun, comment fait-on pour y répondre et comment on se met en ordre de marche pour atteindre cet objectif. Alors aujourd'hui, justement, quand il n'y a pas de RSSI dans une entreprise, comment ça se passe quand il y a une cyberattaque pour gérer ce conflit-là ? De toute façon, quelle que soit la cyberattaque, il faut qu'elle ait déjà, un des fondamentaux de la crise cybersécurité, c'est qu'il faut l'avoir préparée, anticipée. Donc, à un moment donné, c'est comme une crise d'incendie. Il y a quand même une grosse étape de prise de conscience. Oui. Avant de partager les responsabilités, il faut déjà prendre conscience mais je dis anticiper du risque. Et préparer. Je n'ai même pas parlé de partage de responsabilité. J'ai dit anticiper et préparer. À partir du moment où vous dites je vais anticiper ma crise cyber, c'est que déjà vous êtes prise de conscience. Donc, c'est là où vous allez vous dire qu'est-ce que je dois faire pour préparer ma crise cyber. Quand vous n'êtes pas posé la question encore de
comment vous allez gérer cette crise cyber. C'est là où il y a un gros problème s'il n'y a pas d'organisation, si rien n'a été anticipé. Et je le vois quand je fais des exercices de gestion de crise avec certaines entreprises, quand c'est le premier qui est fait au sein d'une organisation, si c'est un COMEX ou quels que soient les gens autour de la table, enfin les dirigeants qu'on a décidé de mettre dans la cellule de crise, la prise de conscience est un peu brutale parfois. Mais elle est positive puisqu'elle se fait dans le cadre d'un exercice qui a été voulu, et donc qui s'organise, qui se planifie dans le cadre d'une prise de conscience, dans le cadre d'une montée en compétence des équipes sur ces sujets-là. Donc c'est quelque chose de positif. Et c'est quoi votre méthode alors pour faire prendre conscience du risque cyber auprès des dirigeants d'entreprise ? Alors il y a la méthode de l'exercice de gestion de crise qui est forcément une simulation de gestion de crise, un peu comme une simulation d'alarme incendie. Exactement. C'est un exercice de crise sur table qui est le plus contextualisé possible pour que les gens se disent ah oui, en fait, si on a une crise avec le scénario que vous avez fait, si on a une crise, ça va pas durer 3 heures, ça va durer X heures ou X jours ou X semaines. Donc là, la prise de conscience, elle peut être un peu brutale. Après, il y a souvent aussi dans les ETI, PME, il y a une question de bande passante des équipes pour gérer ce sujet-là et un sujet de compétences. Et c'est là où, à un moment donné, on peut se poser la question, c'est comment on répartit le sujet sur les compétences de gestion de crise sur un certain nombre de personnes au sein de l'entreprise. Quand vous avez une ETI PME, une seule personne ne peut pas tout porter non plus. Oui, d'ailleurs, le dirigeant d'entreprise n'est pas seul à décider non plus. Donc, il est entouré d'une équipe. Il y a les rôles de DRH, de DAF, directeur juridique qui peuvent jouer dans la prévention et la gestion d'une cyberattaque, selon vous ? Alors, en fait, dans la cybersécurité, chaque membre du COMEX, chaque membre a un rôle à jouer en termes de cybersécurité. Donc, le DRH, oui, il a un rôle critique. Il faut qu'il puisse, il a un rôle critique dans la prévention de la crise de cybersécurité. Par exemple, en ayant une organisation fluide sur la gestion des habilitations avec son RSSI, pour savoir qui peut accéder à quelle habilitation en fonction des flux d'entrée et de sortie des collaborateurs. Il a un rôle aussi très important dans la préparation de la gestion de crise. Si vos collaborateurs doivent travailler le samedi, dimanche, en 24/7, est-ce qu'ils ont le droit, ils sont assurés, comment vous gérez le stress des collaborateurs, quels sont les messages que vous allez passer aux collaborateurs pendant la gestion de crise, et si vous devez mettre vos collaborateurs au chômage technique, comment vous faites. Enfin, le DRH a un rôle très très important en termes de gestion de crise. Le directeur financier a aussi d'autres enjeux. C'est pas ça que je vais expliquer ça, mais quand on prend une assurance cyber, est-ce que je prends une assurance cyber ? Quel est le montant que je vais assurer ? Quel est le montant que je vais couvrir ? Et quel est le montant de risque résiduel que je suis prêt à accepter ? Et ça, au final, il n'y a que le directeur financier qui peut construire le dossier financier à ce sujet-là. Et puis, de toute façon, par défaut, chaque dirigeant doit veiller à ce que sur son périmètre, il y a un plan de continuité d'activité, il y a un plan de reprise d'activité, il y a un plan mode dégradé. Enfin, et ça, c'est la responsabilité du DAF, du DRH, mais du directeur commercial, de dire, mais si on a une attaque cybersécurité, comment je fais pour travailler ? Et donc ça, c'est toute la collaboration qu'il y a à faire avec le DSI, avec les responsables opérationnels, le RSSI, etc., etc. Là, de ce que vous me dites, donc il y a une responsabilité partagée pour la gestion de la crise cyber. Mais est-ce que malgré tout, une fois que la cyberattaque est passée, on n'essaye pas aujourd'hui de dire, voilà, s'il y avait une faille dans le système, c'est de la faute et ça retombe sur la personne qui n'avait pas vu la faille. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui ou Alors moi, je vais vous donner un exemple qui m'a été donné par une PME, en fait. Ils ont fait l'objet d'une arnaque au président, et donc il y a un des collaborateurs qui a validé une transaction. Il se trouve que la PME a survécu à cette... ils se sont aperçus, une fois, ils ont réussi à survivre. Et le dirigeant m'a dit, on a fait le choix de ne pas le dire au reste des collaborateurs pour pas mettre à mal cette personne, parce que en fait on s'est dit que si cette transaction avait pu être passée, alors c'était un montant entre guillemets raisonnable, acceptable par rapport à la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, etc. Mais ça n'empêche qu'ils ont perdu de l'argent et que ça leur a fait mal quand même. Mais ils sont partis aussi du principe que il y avait la responsabilité des dirigeants en disant, mais on aurait dû mettre un contrôle des 4 yeux. Comment se fait-il qu'une collaboratrice, puis ou un collaborateur d'ailleurs, peu importe, puisse tomber dans le piège et puisse faire la transaction sans passer
passer sans vérifier, sans traverser le couloir, ouvrir la porte en disant mais est-ce que vous passez un coup de fil en disant est-ce que vous êtes sûr, est-ce que c'est bien vous, ça m'étonne, etc. Donc ils se sont sentis responsabilité partagée et dans la volonté de protéger cette personne pour pas que les autres collaborateurs disent ah bah t'as vu elle a fauté entre guillemets. Donc et je trouve que c'est une approche qui est plutôt saine. Oui, voilà. C'est une approche plutôt saine parce que je défie à qui que ce soit de dire qu'il s'est jamais fait avoir, même sur les phishing qu'on soit ou les spams qu'on soit à titre personnel, qui ne s'est jamais fait avoir, je sais pas. Alors, vous avez aussi relayé un chiffre sur votre compte LinkedIn qui m'a interpellée. 24% des RSSI, donc des responsables de la sécurité des systèmes d'information, envisageraient de quitter leur poste à cause du stress élevé lié à leur fonction. Alors, pourquoi déjà les RSSI sont-ils stressés ? On voit bien avec le nombre croissant d'attaques, c'est quand même un sujet qui est quand même. En fait, c'est du 24/7. Hein, les cyberattaquants, ils connaissent pas les jours fériés, ils connaissent pas. Donc le risque est permanent et en forte croissance. Donc déjà, c'est un premier point. Et après, il faut dire ce qui est. Je veux dire, le RSSI a tendance, ne se sent pas toujours soutenu par sa direction, par les métiers, etc. Donc c'est très difficile C'est un sujet qui demande beaucoup d'investissement et de conviction. Donc, c'est un sujet qui est lourd à porter. Et c'est un sujet, donc, si vous le portez seul au sein de votre entreprise, vous savez très bien quand vous êtes au cœur de la cybersécurité qu'une fois de plus, que le risque cyber ne peut pas être porté par une personne seule, aussi brillante soit-elle. Alors, quand vous le portez seul parce que vous accédez pas à votre direction, parce que le DG ne vous écoute pas ou le COMEX vous écoute pas, ça peut être usant et stressant. Alors pourquoi c'est une statistique alarmante que 24% des RSSI ne veuillent plus exercer ce métier parce qu'ils sont stressés ? C'est alarmant parce que déjà, il y a un manque de une pénurie sur le marché en termes de ressources. Donc, on a plutôt intérêt à ce que nos RSSI aiment leur travail et restent en poste et travaillent. Donc, il y a un enjeu évidemment personnel, bien-être, parce que par défaut, on n'aime pas voir les gens dans de mauvaises conditions de travail et qui soient pas heureux dans leur travail. On est toujours mieux on est toujours mieux et plus pertinent et plus impliqué lorsqu'on est bien dans son poste de travail. Ça, sur un plan personnel, individuel. Sur un plan organisationnel, une entreprise aujourd'hui ne peut pas se passer d'un RSSI et en plus, il en manque sur le marché. Donc, quand on en a, autant faire en sorte qu'ils puissent rester, qu'ils soient heureux dans leur job et qu'ils aient envie de rester dans leur métier. Que ça soit chez nous ou chez une autre entreprise. Mais il faut qu'on développe... pour recruter et comment dirais-je, et attirer les jeunes vers ou les personnes en reconversion vers ce métier-là, il vaut mieux avoir des retours positifs sur ce genre de poste. Ouais, moi j'avais plutôt des retours positifs justement, donc j'ai été étonnée de cette statistique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir. Alors, pour le coup, je suis absolument convaincue que c'est un métier d'avenir. Il y a quelques années, je me rappelle, la conformité était au fin fond du couloir dans le secteur bancaire et maintenant elle est au COMEX. Moi, je suis personnellement convaincue que la cyber va arriver au COMEX. Elle l'est déjà dans certains cas, mais je pense que bientôt, dans quelques années, elle aura sa place en tant que telle au COMEX. Donc, je suis convaincue que c'est un sujet d'avenir. Je suis convaincue que c'est un sujet super intéressant et que bientôt on ne prendra plus une décision sans voir les analyses, l'impact cyber versus comme aujourd'hui on ne prend plus une décision sans voir l'impact conformité ou juridique. C'est à mon avis juste une question de temps. Donc oui, c'est une filière d'avenir, c'est un métier qui est super intéressant et c'est aussi un métier qui peut... comme maintenant, on peut aspirer à faire plusieurs métiers dans sa vie, on peut devenir à court terme RSSI et après vouloir changer de métier. Ce sont à la fois des métiers à la verticale qui sont très intéressants, mais qui peuvent aussi à terme ouvrir la porte, à mon avis, sur d'autres métiers, puisque on s'en va vers une approche qui sera basée sur les compétences. Et comment aujourd'hui on peut soutenir les RSSI justement dans leur travail ? La relation RSSI-dirigeant est un critère très important. Il faut que les dirigeants s'impliquent sur la partie cybersécurité et il faut que les RSSI aussi arrivent à convaincre les métiers
et les dirigeants. Donc en fait, c'est une relation bilatérale. Donc il faut que l'effort elle soit fait des deux côtés. Il faut que les dirigeants fassent l'effort et s'impliquent sur le sujet. Il faut que les RSSI, pour certains d'entre eux, soient moins techniques peut-être et qui parlent plus facilement métier, ou alors qu'ils aient au sein de leurs équipes des gens qui aient la capacité, ce qu'on disait en début d'échange, c'est-à-dire des gens qui ont un profil, qui puissent parler au métier et qui du coup arrivent à embarquer les métiers sur les sujets cybersécurité. Ouais, donc c'est plus seulement un métier technique aujourd'hui, RSSI. Il faut avoir une position de leadership, pouvoir embarquer les équipes, pouvoir faire aussi comprendre ce sujet qui est quand même assez complexe à comprendre aujourd'hui. En fait, la cybersécurité, l'objectif, c'est pas de faire la cybersécurité pour faire la cybersécurité. La cybersécurité, l'objectif de la cybersécurité, c'est de faire en sorte que l'organisation soit résiliente et de dire si demain j'ai une attaque, il n'y a pas de problème, entre guillemets, j'ai subi une attaque, mais j'ai mon PCA, mon plan de continuité d'activité, je peux l'activer, je sais comment faire et tout le monde est préparé. L'objectif, c'est ça. L'objectif commun, c'est ça. L'objectif, c'est d'avoir, si aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une IA qui soit éthique, conforme et responsable. Donc, à partir de là, la cybersécurité, elle se met au service de ces objectifs-là. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut que les métiers comprennent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'IA éthique, responsable et conforme sans cybersécurité. Et vous ne pouvez pas avoir une organisation sans cybersécurité. En fait, tout l'enjeu de la cybersécurité aujourd'hui, c'est de ne plus en faire un sujet technique, mais donner du sens et de la valeur à la cybersécurité. Vous ne pouvez pas vous parliez par exemple du directeur financier. Aujourd'hui, une entreprise qui a une attaque cyber, elle peut avoir un impact sur son cours boursier. Donc, c'est un impact financier. Donc, en fait, le directeur financier et le RSSI, ils ont un point commun. Aujourd'hui, vous voulez vendre votre organisation. Dans plus en plus de cas, vous aurez un audit cyber de votre organisation. Donc, la valorisation de votre actif, de votre entreprise, elle est liée aussi à ce que vous aurez mis, ce qui sera indiqué dans l'audit cybersécurité. Donc, en fait, la cybersécurité est aussi quelque chose qui valorise l'entreprise. Donc, en fait, et ça, on peut le développer de façon assez longue. Donc, quand le directeur financier il a compris ça, il voit tout de suite la valeur de la cybersécurité et pourquoi il faut qu'il s'implique. Mais justement, aujourd'hui, c'est pas une évidence pour tout le monde. Loin s'en faut. Voilà. Donc, quels sont les obstacles que rencontrent les dirigeants pour prendre en main ces sujets-là, avec évidemment le reste des équipes du COMEX. Et si on peut revenir sur la différence entre grandes entreprises et moyennes et petites entreprises, parce que les enjeux sont très différents pour ces deux cibles-là. Alors, ils sont très différents, mais ils ont quand même des points communs. Ouais. Alors, les points communs, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, le dirigeant a un rôle clé de rôle modèle. C'est-à-dire que si le dirigeant il dit non mais moi la double authentification c'est trop compliqué pour moi, le mot de passe 15 caractères c'est trop compliqué pour moi, ou je continue de travailler sur telle messagerie instantanée parce que je suis habituée et que je n'ai pas envie de changer, c'est un mauvais signal qu'il donne à son RSSI. Et c'est donc en fait le directeur général, il doit avoir un rôle modèle et il doit être exemplaire. Il part en déplacement, il va dans certains pays, il sait qu'il doit demander à son RSSI un poste vierge et prévenir son RSSI et du coup s'organiser en conséquence. Et verrouiller son ordinateur quand il est dans le train. Et verrouiller son ordinateur quand il est dans le train. Ça, c'est le premier rôle de rôle modèle. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, et ça, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est que la cybersécurité, comme elle est transversale, elle s'invite sur tous les projets et dans toutes les entités. Donc, en fait, le rôle du DG, mais du directeur, c'est de veiller à ce que, dans cette vision transversale de l'entreprise, la cybersécurité soit systématiquement prise en considération. Alors, évidemment, plus elle est grosse, plus les relais vont être... Mais ça n'empêche que, c'est ce que disait Ginny Rometty, à un moment donné, c'est dit, vous voulez faire tel projet, est-ce que la cybersécurité est intégrée? Vous voulez faire de l'IA pour transformer le processus comptable, etc. Est-ce que vous avez mis la cybersécurité? Donc ça, c'est le veiller à ce que la cybersécurité soit inclue par défaut pour que le RSSI soit pas dans une logique de, entre guillemets, courir systématiquement après, découvrir les informations ou les projets et dire, en fait... Voilà, donc ça, c'est le premier. Et le troisième point, c'est la culture cyber.
Que vous soyez une PME ou une grosse culture, à un moment donné, on l'a dit, tout le monde a un rôle à jouer. Donc, il faut que, en fait, l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, même dans les usines ou même, en fait, si tout le monde a un rôle à jouer en termes de cybersécurité et de prévention. C'est au même titre que vous pouvez l'avoir sur quand vous avez fait des exercices d'incendie. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde connaît les exercices normalement de prévention, les réflexes à avoir en cas d'incendie. C'est pareil pour la cybersécurité. Donc en fait, déjà, quelle que soit la taille, il y a ce rôle de leadership, de rôle modèle et j'insuffle la cybersécurité dans l'ensemble de mon organisation. Après, évidemment, de façon concrète, c'est pas la même chose si c'est un grand groupe que. Après, ce qui va se passer, c'est que dans les grands groupes, les dirigeants, il faut qu'ils reprennent, qu'ils s'approprient ce que veut dire la cybersécurité. Et c'est là où j'interviens, d'ailleurs, où je fais des formations. C'est par rapport à un dirigeant dans un grand groupe sur son périmètre. Comment la cybersécurité se décline sur son périmètre. Vous êtes DRH, qu'est-ce que ça veut dire former mes équipes? Qu'est-ce que ça veut dire insuffler la cybersécurité sur mon périmètre de DRH? Et ça, à un moment donné, c'est ce qu'on en revient à ce qu'on disait, c'est DRH, c'est déjà toute la protection de mes données de collaborateurs, mais c'est aussi mes processus métiers, mais aussi comment je collabore avec le RSSI et ses équipes au quotidien et comment je contribue à préparer et anticiper la gestion de crise. Donc, en fait, après, c'est ça qu'il va y avoir en fonction de... Dans les petites organisations ou plus petites organisations, si on a un prestataire qu'on n'a pas de RSSI, ça va être à un moment donné s'assurer que justement que les prestataires ont bien pris en considération mon risque cyber. Ça, c'est difficile aujourd'hui de s'assurer c'est d'autant plus difficile que généralement, les contrats ont été signés sans inclure ces clauses. Et puis surtout que souvent, moi j'entends des histoires où on me dit on pensait qu'on avait des sauvegardes chez notre prestataire et nous avait dit oui, on en avait. Et en fait, le jour où ils sont attaqués, ils découvrent qu'en fait, il n'y en a pas. Oui, mais c'est classique. Ouais. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que non seulement... Comment on fait pour le vérifier quand on est chef d'entreprise, comment on fait pour vérifier ça? En fait, c'est assez basique. Je veux dire, à un moment donné, c'est la remise à plat des contrats. Mais vous prenez votre contrat avec votre fournisseur principal, vous regardez... Il y a deux choses. Vous regardez déjà ce qui était inclus en tant que reprise de sauvegarde, de plan de reprise... Et après, vous demandez... non seulement il faut que la sauvegarde, elle soit dans le contrat, ou que ce soit, même si c'est une prestation de service, etc. Mais il faut la tester une fois par an. Et si vous ne la testez pas, tant que vous ne l'avez pas testée, pour moi, ça veut dire que vous n'en avez pas. Parce qu'après, c'est la roulette russe. Parce que vous pouvez très bien en avoir. Moi, j'ai entendu ça. On pensait qu'on l'avait. Oui, voilà, notre comptable la faisait pour nous. Et quand on a voulu la réinstaller, l'utiliser, elle n'était pas opérationnelle. Donc, en fait, une sauvegarde n'existe, entre guillemets, que si elle a été testée une fois par an. Et testée par les métiers. Ouais, mais ça, comment un dirigeant d'entreprise qui monte sa PME peut connaître ce genre d'informations quand on a tant de choses à gérer, quand on est dirigeant d'entreprise? Il y a plusieurs sources d'informations possibles. Il y a déjà les comptables, les experts comptables qui de plus en plus tendent à faire prendre conscience de ça. Il y a aussi les juristes qui, normalement aussi pour tout ce qui est contractuel, doivent intégrer ce genre de choses. Quand vous avez un DSI, c'est maintenant aussi normalement je dis normalement parce que voilà, il y a quand même des niveaux de maturité qui sont très hétérogènes sur toutes les trois professions que j'ai évoquées. Les niveaux de maturité d'une personne à l'autre est très très hétérogène au sein d'une même profession. Mais il y a aussi les CCI qui sensibilisent beaucoup. Enfin, il y a quand même l'information sur le risque cyber. Il y a quand même un gros effort, même en région, pour faire en sorte que l'ensemble des collectifs, l'ensemble de l'écosystème et des acteurs économiques, quelle que soit leur taille, et que ce soit d'ailleurs acteurs publics ou... Justement, j'allais vous demander comment ça se passe. Public ou privé, soit informés de ce genre de choses. Mais je vois des choses qui sont encore... Oui, il y a encore du travail à faire. Pour nous, c'est un peu une évidence quand on en parle là, mais sur la réalité du terrain est souvent il y a ça. Et puis, je vais vous dire un exemple. Aux Assises, j'ai participé à une table ronde sur la cyber pour les dirigeants. Il y avait la directrice de la CCI, je crois que c'était de Seine-et-Marne. Elle est venue aux Assises et elle dit, mais on me parle que technique. Oui. Mais moi, je suis chef d'entreprise. Là, tout ce qu'on me dit, je comprends rien.
Donc pour vous, il y a encore un besoin de sensibilisation du marché, même si ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a une certaine prise de conscience qui a été en marche. Pas sensibilisation, mais c'est aussi parler aussi aux dirigeants en termes dirigeants. J'interviens aussi auprès de dirigeants de PME. Pour le coup, eux, vous me demandez la différence par rapport aux grands groupes. Les PME, même ETI, ça va être très concret. Parce que vous pouvez avoir des DG qui connaissent leur chaîne de production par cœur, qui ont les mains vraiment ancrées dans la réalité du terrain. Et du coup, ces gens-là, il faut leur donner des clés concrètes pour aborder le sujet. Le sujet. Donc, il y a des choses, demandez à votre prestataire déjà votre contrat, regardez si vous avez la première chose, et vous leur dites, regardez si vous avez une sauvegarde, est-ce que vous avez déjà sauvegardé. Après, c'est regardez qui accède à demandez qu'on vous sorte la liste des personnes qui accèdent à votre application Cœur Métier. Vous et moi, on sait très bien que souvent la liste, elle va être très, très longue, qu'elle va être... voilà. Et puis après, il y a des choses... il faut reprendre les 10 fondamentaux de l'ANSSI pour les PME. Et du coup, ça peut être très... mais c'est souvent pas vraiment leur priorité ça, on est d'accord. Ouais. Comment ça se passe du coup, je voulais vous demander pour les collectivités territoriales pour prendre en main ces sujets-là, puisqu'il n'y a pas de dirigeants d'entreprise en tant que tel. Mais ils ont des DGS. Ils ont le DGS du chef d'entreprise et qui, lui, doit adresser ce sujet-là. Donc là, c'est pareil. Je pense que le niveau de maturité dépend énormément, varie énormément d'une collectivité à l'autre et d'un territoire à l'autre. Et on va revenir justement sur ce sujet de responsabilité qui va être quand même inscrit dans la loi, notamment dans la prochaine loi de Nice 2 qui va être votée. La responsabilité du dirigeant va être engagée, mais pas celle du responsable de la collectivité territoriale en cas de cyberattaque. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, la différence... Alors, déjà, moi, je trouve que Nice 2 est une formidable opportunité parce que, justement, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus de la nécessité ou qui n'auraient pas pris le temps ou qui ne savent pas comment aborder la cybersécurité au sein de l'entreprise, je trouve que Nice 2 a une grande vertu. 1, d'obliger entre 13 et 15 000 entreprises à monter en compétences. 2, elle donne un bon cadre avec les 4 piliers de la cybersécurité. Je trouve qu'elle donne un cadre qui est structurant pour les entreprises. Et ce cadre, il donne les clés, justement. Il permet d'avoir un référentiel. Permet d'avoir un référentiel et des dirigeants de ce vers quoi il doit s'orienter, comment il doit aborder le sujet. Ouais, comment s'y mettre, en fait. Comment commencer, par où commencer. Donc ça, je trouve que ça c'est excessivement important. Et puis le dirigeant, parce que c'est lui, parce qu'il a toutes les décisions en son pouvoir. Donc lui, il a la capacité à décider pour son entreprise. Est-ce qu'un DGS, comme dans les collectivités territoriales, ils ont cette capacité, cette mainmise pour décider ? Je vais pas rentrer dans le sujet parce que je pense que la partie DGS, je connais pas suffisamment bien le mode de fonctionnement de l'administration pour étayer. Mais est-ce qu'un DGS a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, voilà, merci, je cherchais le mot. Tous les pouvoirs en main pour être à même de prendre les décisions pour son territoire, etc. Voilà, je pense pas. Mais je pense que de façon factuelle, même s'il n'a pas cette responsabilité pénale civile que peut avoir un chef d'entreprise, aujourd'hui, un DGS, je vois pas comment il peut expliquer qu'il n'était pas au courant qu'il fallait qu'il mette en place un plan cybersécurité pour sa collectivité territoriale. Oui, du fait que ce soit passé dans la loi, c'est les mieux placés pour savoir que ça va. Du fait que ce soit passé par la loi, ils ont quand même une obligation de continuité de service public. Et puis ils sont formés au fil, en permanence. Mais alors du coup, ma question c'est plutôt qu'est-ce que ça implique aussi d'avoir cette responsabilité qui est inscrite dans la loi ? Qu'est-ce que ça va changer pour ces 14 000 organisations et encore, dans les 14 000, toutes ne seront pas sanctionnées en cas de manquement ou en cas de cyberattaque, puisque les collectivités, tout le public n'est pas concerné. Mais qu'est-ce que ça va changer pour notre tissu économique, plutôt côté privé ? Je pense que c'est très positif. Ça va globalement, ça va contraindre tout le monde à monter en gamme sur les compétences. Est-ce qu'il fallait passer par l'obligation pour que tout le monde s'y mette ? De toutes les façons, moi je considère que c'est une bonne réglementation parce qu'elle est positive pour tout le monde. Elle est positive dans le sens où elle permet
je dirais, à l'ensemble du système économique de monter en compétences et de renforcer la cyber-résilience de l'économie française, européenne. Donc ça, c'est une bonne chose. Et de toutes les façons, elle est positive pour les entreprises parce que qu'est-ce qu'il vaut? Enfin, c'est quoi le risque de ne pas faire? Vous le savez aussi bien que moi. Le risque, c'est d'avoir une attaque cyber et de faire comme 60% des PME attaquées, comment dirais-je, mettre les clés sous la porte 6 mois après l'attaque. Donc, au final, il vaut mieux investir dans la cybersécurité que de rien faire. Ça, c'est le premier point sur la pénalité. Après, j'en reviens à ce que je disais en préambule, enfin, un peu plus tôt. La cybersécurité, ça a du sens et de la valeur. Aujourd'hui, dire moi je suis certifié, je suis compatible avec les normes NIS 2, etc. Il y a un enjeu commercial, par exemple. Vous ne pourrez pas travailler avec les grands groupes du CAC si vous n'êtes pas NIS 2. Donc aujourd'hui, la capacité à montrer que vous êtes NIS 2, c'est votre capacité à continuer à travailler avec de nouveaux acteurs ou à continuer à travailler avec eux. C'est votre capacité à aller chercher de nouveaux marchés. Donc, si la NIS 2 et la cybersécurité, être un tiers de confiance, il y a des enjeux. Encore une fois, la cybersécurité, c'est pas un sujet technique. Il y a des enjeux commerciaux, il y a des enjeux stratégiques pour l'entreprise qui sont même par rapport de responsabilité par rapport aux clients. On voit bien avec toutes les attaques et les fuites de données personnelles qu'on a de droite et de gauche. Enfin, c'est plus de droite et de gauche, actuellement, c'est partout. Pendant combien de temps les clients, clients individuels ou grandes entreprises vont accepter que leur savoir-faire ou leurs données personnelles partent en fumée, enfin pas en fumée, mais partent justement dans le dark web et puissent être exploitées à des fins non contrôlées personne. Donc aujourd'hui, vous êtes une PME, vous avez un cahier des charges, un grand groupe qui vous donne la fabrication d'une pièce, quelle que soit la nature de la pièce. C'est votre devoir de protéger le savoir-faire de votre client. Donc en fait, cette cybersécurité, encore une fois, ce qui est vraiment important, si on veut il faut en faire quelque chose de positif. Il faut arrêter d'en parler en culpabilité, en responsabilité. Il faut en faire quelque chose, une valeur positive pour l'entreprise. Et c'est bien pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de RSE sans cybersécurité. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que comme c'est quelque chose de positif pour l'entreprise et qui est positif et indispensable maintenant pour l'entreprise, c'est pour ça que c'est le sujet de tous. Alors, je rappelle pour les auditeurs que si vous voulez en savoir plus sur la directive NIS 2 qui est en cours de transposition dans la législation française, j'ai publié un focus en octobre dernier avec Jean-Nicolas Robin, vraiment exprès dédié à ce sujet pour décortiquer un petit peu ce qui se passe sur cette directive. À propos de cette directive, est-ce qu'on peut rappeler, Anne, ici, les 4 piliers de la cybersécurité qui sont nommés dans NIS 2 pour donner un petit peu du concret, des moyens d'action qui peuvent d'ores et déjà être mis en place par Donc vous avez la partie, comment dirais-je, anticipation, préparation de la gestion de crise, la partie résilience, comment dirais-je, détection, détection des incidents, gestion des incidents, et le 4e, je l'oublie, la partie gouvernance, pardon. La gestion et la partie gouvernance. Donc en fait, c'est très structuré, et l'avantage, c'est que ces 4 piliers-là, c'est entre guillemets, on peut monter en compétences au fil de l'eau et de façon structurée, mais avec voilà, donc c'est ces 4 piliers. Et quelles sont, vous, les compétences en gestion des risques ou en gestion de crise que vous cherchez à transmettre aux dirigeants d'entreprise ou aux COMEX aujourd'hui? Les COMEX aujourd'hui gèrent les risques financiers, les risques marchés, maintenant les risques climatiques. Ils passent leur temps à gérer des risques. Donc là, c'est leur dire, en fait, le risque cyber, c'est un nouveau risque que vous devez intégrer. C'est juste un risque de plus que vous devez intégrer dans votre gouvernance. Sauf que ce risque, il peut être un risque en tant que tel, mais il peut être aussi le déclencheur d'une crise financière, le risque d'une crise politique, le risque d'une crise écologique, etc. Donc, le risque cyber est un risque en tant que tel, que vous intégrez dans votre gouvernance d'entreprise, et prenez conscience que ce risque en tant que tel peut être le déclencheur d'autres crises. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appréhender ça. C'est que la cybersécurité est un risque métier,
et c'est un sujet stratégique d'entreprise. Et quelle est la place de l'assurance cyber que vous mettez justement dans vos conseils ? L'assurance, on voit bien que maintenant, pour avoir une assurance cyber, il faut avoir montré, entre guillemets, patte blanche. Il faut avoir répondu à un questionnaire, montrer que vous avez pris conscience du sujet, que vous avez appréhendé le sujet et vous le traitez. Ça ne veut pas dire que vous êtes super mature, mais ça veut dire que vous avez pris le sujet, que vous allez le traiter, etc. Donc déjà, quand vous avez une assurance cyber, ça montre que même à votre écosystème, que vous avez pré-travaillé, que vous avez cette prise de conscience qui est importante, qui peut être importante pour votre écosystème. Oui, un peu comme être estampillé NIS2. Quand on est estampillé assurance cyber, c'est que on peut être un acteur fiable sur ce sujet, même si évidemment on rappelle que le risque zéro n'existe pas. Mais c'est ça, le risque n'existe pas. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez pris la décision de prendre une assurance, donc vous reconnaissez le risque, et ça veut dire qu'à un moment donné, la direction générale a accepté de payer une prime d'assurance, et on en revient au rôle du DAF, et que le DAF a décidé, le COMEX, avec le soutien du DAF, a estimé un risque à couvrir et un risque résiduel à accepter. Oui, parce que là, on parle de risques et pour moi, les risques, ils sont traités par l'assurance. Enfin, c'est l'assurance qui apporte la réponse à des risques, finalement. C'est l'assurance qui apporte à des risques, mais c'est aussi l'entreprise qui sait en fait ce qu'elle doit couvrir et ce qu'elle veut couvrir. Parce qu'elle peut très bien dire, moi, c'est comme, cette partie-là, je la couvre pas parce que c'est pas stratégique pour moi ou parce que de toute façon, je vais la vendre. Enfin, je sais pas. La vente, c'est une mauvaise idée parce que vendre la cybersécurité a une valeur aussi dans tout ce qui est fusion-acquisition. Mais voilà, après, encore une fois, c'est parce qu'on est moins mature et qu'on a une approche progressive. Enfin, tout ça, c'est une question de stratégie d'entreprise. Alors, pour terminer notre petit tour de table sur qui est responsable, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut monter son entreprise et qui n'a pas forcément conscience des risques cyber qui peuvent mettre en danger son activité? Quel conseil vous lui donnez pour se lancer? Moi, je dis toujours qu'en fait... la cybersécurité, il faut le faire du bal design. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on voit faire du cas par cas. Du cas par cas, non, mais ça veut dire que même pour une start-up qui se lance, en fait, il faut montrer qu'on l'a intégré dans sa réflexion. Il faut que ce soit un réflexe, en fait, c'est ça? Il faut que ce soit un réflexe, mais qu'on l'a intégré dans sa réflexion, dans sa gouvernance. C'est-à-dire que, en fait, si on a si on fait du développement, si c'est par exemple une plateforme, une solution, un logiciel en mode SaaS, on intègre. Mais si, par exemple, on prend un prestat et que derrière, pour faire tourner son informatique ou que c'est ça, on pense à est-ce que, en fait, la cybersécurité, par défaut, elle devrait s'inclure dans tous les contrats, pratiquement. Donc, par défaut, est-ce que je l'ai intégré? Est-ce que j'ai une PCSI? Je prends un collaborateur, du coup, je lui donne tout de suite les bonnes habitudes et je lui fais signer la PCSI qui va bien en disant, les bons cas d'usage, etc. Et après, du coup, ça va... L'idée, c'est pas de faire des choses compliquées, mais c'est de poser les bases comme tout et même que le jour où vous faites une levée de fonds, de dire regardez, nous, on a aussi intégré la cybersécurité. Alors, au niveau de maturité, il est ce qu'il est, mais voyez, on l'a imposé, les bases sont là et on a juste à, entre guillemets, à le déployer ou à monter au fil de l'eau en fur et à mesure du développement de notre organisation. Et une toute dernière question qui m'est venue quand même par rapport à NIS2, le fait qu'on puisse être sanctionné parce qu'on a subi une cyberattaque, est-ce que c'est pas un peu double peine justement pour les victimes qui sont les entreprises, les dirigeants et les équipes concernées? Alors, la double peine, honnêtement, sur la sanction, est-ce que vous vraiment sanctionnez si vous avez prévenu En fait, je pense que la sanction, elle sera si vous n'avez rien fait. Alors, il va y avoir des contrôles de conformité. Donc ça, évidemment. Enfin, après, on sait il y aura un laps de temps durant lequel on a le temps de se mettre en conformité avant que les contrôles soient lancés. Un peu comme la CNIL qui fait des contrôles. Et ensuite, un peu sur le modèle aussi de la CNIL, il peut y avoir des sanctions en cas de cyberattaque. Dans quel cas, je ne sais pas. Je pense que ça va être défini. Mais si la responsabilité, justement, c'est là où la responsabilité du dirigeant est engagée. Oui, mais pour la CNIL, vous avez des amendes quand il était prouvé que vous n'aviez pas pris pris les bonnes mesures pour protéger ça doit être certainement le même cas. Donc, je pense que ça sera le même cas. Ça fait pas double peine, même voire la triple peine n'existera pas parce qu'il y aura pas de double avec la CNIL. L'idée, encore une fois, derrière, c'est je pense que l'entreprise a quand même plus à gagner, à se protéger,
Parce qu'en fait, on parle beaucoup. Je voulais rebondir sur votre question précédente sur les startups, enfin les jeunes entreprises, etc. On parle toujours de la cybersécurité comme le ransomware où on est bloqué, etc. Dans la cybersécurité, il y a 3 choses, parce que c'est la donnée. Donc, c'est la disponibilité des données. Donc, c'est la ransomware, on n'a plus de données, donc on ne peut plus travailler, etc. 2, c'est l'intégrité des données et la véracité des données. Et pour les startups, il y a aussi tout ce qui est savoir-faire. Si vous faites une startup, vous avez quelque chose un peu, mais vous n'avez pas cybersécurité et que vous mettez votre savoir-faire, la propriété intellectuelle en libre service, etc., votre startup, elle ne va pas faire long feu, ou votre jeune entreprise, elle ne va pas faire long feu. Et donc, je pense qu'en fait, se protéger par rapport à ce que vous disiez, pour en venir à la sanction, ne pas se protéger aujourd'hui, c'est quand même se tirer une balle dans le pied aussi, hein. Il faut appeler un chat un chat. Enfin, c'est comme les gens conduisaient avec des voitures, je ne mettais pas la ceinture. Après, on leur dit, vous mettez la ceinture devant. Après, vous mettez la ceinture passager. Maintenant, vous mettez la ceinture... Et progressivement... C'est progressif. Et en final, pourquoi les gens... Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Ouais. Non seulement c'est un réflexe, mais pourquoi les gens le font ? Parce que les gens ont compris que c'était pour leur propre sécurité. Mais oui, il a fallu voir quelques exemples... un peu trash pour que les gens comprennent, mais je pense que le parallèle il est là, c'est-à-dire que oui, il y a quelques années on pouvait faire l'informatique sans cybersécurité, enfin on pouvait avoir une entreprise sans cybersécurité, oui, il y a quelques années on pouvait conduire sans ceinture de sécurité. Voilà, il faut s'adapter aux évolutions. Et la réglementation, dans certains cas, et c'est le cas, j'en suis vraiment convaincue de Nice 2, elle est là pour nous protéger et pour protéger ceux qui n'ont pas encore pris conscience. Mais c'est surtout que pour qu'on ait tous le même niveau de protection. Et je pense qu'il y a quand même un très gros travail de fond à faire. C'est le mot de la fin. Un grand merci, Anne, d'être venue parler de ce sujet aussi crucial que sensible au micro du podcast. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. C'était un plaisir. Et à tous mes auditeurs, je vous dis à tous à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.